Bonjour chers parents, aujourd'hui nous parlons de la coparentalité. C'est quoi la coparentalité? La coparentalité, c'est l'art de partager la responsabilité de l'éducation de l'enfant avec l'autre parent, qu'il y ait une relation amoureuse ou pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 aspects qui vont vous aider à réussir votre coparentalité. Bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents, cette chaîne-là même qui partage les astuces de tout ce qui concerne la parentalité, les parents ainsi que le bien-être des enfants. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer de contenu. Pour réussir notre coparentalité, il faut toujours mettre l'enfant au centre de la relation. Peu importe les désaccords qu'on a avec notre partenaire ou notre ex-partenaire, peu importe ce qui est arrivé dans le passé, il faut surtout mettre l'intérêt de l'enfant de façon primordiale. C'est très important. Si vous ne gardez pas l'intérêt de l'enfant de façon primordiale, vous allez prendre des décisions qui seront basées sur les émotions et qui vont plus tard détruire votre enfant. Il faut avoir surtout à cœur d'offrir à l'enfant un environnement stable et cohérent. Peu importe la cause de notre séparation, peu importe les circonstances de la conception de l'enfant, peu importe ce qui se passe, le désaccord, gardez toujours l'intérêt de l'enfant qui est la stabilité. La coparentalité va impliquer la prise de décision ensemble avec l'autre parent, la communication avec l'autre parent. Et quand on a des désaccords, c'est très difficile. Mais quand on pense à l'enfant, on pense que c'est le bien-être et la stabilité de l'enfant. On met nos émotions de côté et on utilise la logique pour pouvoir communiquer, chers parents. Numéro 2, il faut favoriser la communication respectueuse. Oui, c'est très important, une communication respectueuse entre les deux parents. Peu importe les désaccords, je le répète. Parce qu'il n'est pas évident, ce n'est pas évident de garder le respect en tête lorsqu'on parle à une personne qui nous a blessés, lorsqu'on parle à une personne qui nous manque de respect, lorsqu'on parle à une personne qui n'a aucune considération pour nous. Vous comprenez, c'est très difficile. Mais quand on pense à l'intérêt de l'enfant, il faut le faire de façon respectueuse. Et quand on se respecte, il faut respecter, il faut parler avec respect. Peu importe l'irrespect de l'autre partenaire, que ce soit la femme ou le mari qui est irrespectueux, ça n'engage que cette personne. Vous êtes une personne très bien éduquée, donc vous allez parler toujours avec respect. Vous comprenez? Et vous allez aussi imposer le respect. C'est très important parce que nos enfants, ils nous observent. On va aussi utiliser des outils de communication adaptés, tels que les emails, les tests, les appels, tout dépend. Tout dépend de vos relations. Si la communication est très tendue, moi, je préfère communiquer par email ou par test message. Voilà, parce que là, on a la possibilité de lire et de digérer avant de répondre. Quand c'est les appels, c'est plus facile de mettre les émotions dans les réponses. Il y a aussi des applications de parentalité que la justice nous suggère lorsqu'on discute, on part pour une dispute de parentalité à la cour de justice. La justice aussi nous suggère des applications à travers lesquelles les parents peuvent communiquer. Si vous voyez que la communication est très tendue, vous pouvez opter pour ces applications. Je vous encourage à vous renseigner. Voilà. Numéro 3, il faut établir les règles communes avec le parent, l'autre parent. C'est très important. Il faut que les parents soient sur la même longueur d'onde, c'est ça? Il faut que les parents soient sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de, par exemple, de l'heure à laquelle l'enfant doit aller au lit, du nombre d'heures que l'enfant doit passer devant la télé, les activités que l'enfant doit faire, tout ça en détail. Il faut que les parents soient consistants et aient la même information pour le bien-être de l'enfant. Parce qu'on ne peut pas être dans la maison des X. On part au lit, un exemple, on part au lit à 20h et on va dans la maison des Y, ils nous laissent aller au lit à 22h. Il n'y a pas de consistance et ça, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.
Quand vous laissez, quand vous essayez de dire à l'enfant de faire, de montrer que vous êtes le meilleur parent, vous êtes le bon parent, celui qui est gentil, et vous laissez l'enfant faire tout ce qu'il veut, alors que de l'autre côté, il a quand même une routine et puis il doit respecter certaines règles, vous êtes en train de détruire votre enfant. Voilà, vous ne faites pas du mal à votre coparent, mais vous détruisez votre enfant. Numéro 4, ce sera accepter et respecter les différences. Parce qu'on est tous différents, on a tous reçu une éducation différente. Donc, il faut garder à l'esprit que l'autre parent est différent de nous. Donc, il ne faut pas toujours faire des histoires pour des situations qui arrivent ou comment l'autre a réagi et tout ça. Parce que si vous vous attardez sur les détails, ça sera toujours la guerre entre vous. Il est important de respecter les différences et trouver toujours un compromis, surtout en évitant de dévaloriser l'autre parent devant l'enfant. 5, ce sera de gérer les conflits de façon constructive. Oh oui. Tout être humain, toute personne qui ont des enfants, il arrive même que vous ayez des conflits. Peu importe si vous vivez ensemble, vous êtes séparés, il y aura toujours des conflits concernant l'enfant. Lorsque les conflits subviennent, il est important de se concentrer sur la résolution du problème de manière constructive. Voilà, au lieu de se concentrer sur le problème, il faut se concentrer sur les solutions. Voilà, éviter surtout les émotions. C'est très important de détacher ces émotions de la logique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, de très bonnes décisions pour nos enfants. Si vous n'arrivez pas à avoir une discussion constructive, il est important de faire appel par exemple à un médiateur. Lorsqu'on part à la cour par exemple, il y a toujours des médiateurs qui vont nous assister à trouver des solutions, à parler, à mieux communiquer. Vous pouvez aussi faire appel à un psychologue avec lequel vous allez communiquer, qui va vous aider dans vos prises de décision. Alors aussi, il faut faire preuve de flexibilité et d'adaptivité. Faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, c'est être ouvert à l'ajustement pour la réussite de la coparentalité. La vie est changeante et les besoins de l'enfant évoluent. La coparentalité implique souvent de s'ajuster en fonction de la situation nouvelle. Voilà, une situation nouvelle peut être un nouvel emploi, la naissance d'un bébé dans le couple de l'autre parent ou le mariage d'un parent, le remariage. Donc tout ça, on a besoin de modifier les règles et puis comment est-ce qu'on veut maintenant éduquer l'enfant. Si par exemple un parent doit déménager ou dans une autre ville ou je ne sais pas moi, dans un autre pays, il va falloir redéfinir tout ce qui est éducation, où est-ce que l'enfant passe les vacances, où est-ce que l'enfant part à l'école et tout ça. Numéro 7, ce sera de maintenir de bonnes relations avec votre enfant. Maintenir une bonne relation avec l'enfant est très important pour ne pas que l'enfant soit affecté par notre séparation ou les circonstances dans lesquelles il vit de façon mentale. Voilà, et de façon physique aussi dans le cursus de son développement. Il est très important de trouver du temps pour passer avec l'enfant, un temps de qualité. On doit avoir un jour où on vient chercher l'enfant. Si l'enfant vit de façon constante avec un parent, l'autre parent doit avoir un jour où il vient le récupérer pour passer du temps avec lui, soit les week-ends, passer le week-end chez l'autre parent, ou alterner chaque 2 week-ends ou pendant les vacances scolaires. Ça dépend de vous et de votre programme. Mais il est essentiel que chaque parent passe le temps de qualité avec l'enfant. Ne dites pas que l'autre parent vit avec l'enfant, il passe déjà du temps de qualité. Donc moi, je n'ai rien à faire, je vais juste contribuer financièrement. Ce dont l'enfant va se retenir plus tard et ce qui va plus impacter son développement, c'est le temps de qualité qu'il passera avec ses deux parents. Donc pour réussir la coparentalité, pour ne pas aussi frustrer un parent, il est essentiel de trouver d'un commun accord des jours qui sont bien, des jours qui vont arranger les deux parents pour que l'enfant aussi il ait du temps avec chaque parent.
On ne doit pas dire parce que cet homme ou cette femme m'a fait du mal ou m'a fait quelque chose ou je lui en veux pour mon divorce ou je lui en veux pour telle situation, je ne veux pas qu'il voie l'enfant. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Si tu as à cœur, ça revient au premier point, si tu as à cœur la stabilité de ton enfant, tu dois encourager l'enfant à passer le temps avec son père ou sa mère. On ne retient pas un enfant de son parent, à moins que cet enfant soit en danger avec ce parent. S'il n'y a pas de danger, il ne faut pas fermer les visites sous prétexte que ce parent t'a fait quelque chose. C'est entre vous les adultes, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Voilà, l'enfant, il a besoin de vous deux. C'est pour cette raison que la nature a fait que, ou Dieu, l'univers peut-être a fait que, il a voulu, on a eu besoin de deux personnes qui ont procuré le sperme et les œufs pour pouvoir concevoir cet enfant. Tu n'as pas été seul. Si tu étais seul, tu n'allais pas pouvoir concevoir cet enfant. Voilà, Dieu se sait pourquoi il a dit qu'il faut deux personnes pour éduquer cet enfant. L'idéal serait que deux personnes éduquent un enfant, mais si ce n'est pas possible d'éduquer cet enfant sous le même toit, vous pouvez aussi le faire à distance. Mais toujours est-il qu'il en faut deux personnes pour le bien-être de l'enfant. Voilà, et quand je dis deux personnes, ce n'est pas forcément le père biologique de l'enfant ou qui que ce soit, vous comprenez. Si le père biologique ne se rend pas disponible et que vous avez un père, comment on dit ça, adoptif ou une personne qui joue le rôle de père, du moment où cette personne est consistante dans la vie de l'enfant, c'est déjà bien. Le numéro 8, ce sera prendre soin de soi. Oui, on ne peut pas être un bon parent si on ne prend pas bien soin de soi, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, si on est en très bonne santé, on prend soin de nous, on est jovial, on va forcément procurer cette joie. Comment est-ce qu'on prend soin de soi? C'est de pouvoir gérer son stress, c'est de pouvoir organiser son temps. Si on travaille, si on part à l'école, peu importe ce qu'on fait, il faut aussi qu'on se donne du temps pour soi. Voilà, on est parent, mais on est soi avant d'être un parent. Voilà la capacité de pouvoir trouver le temps pour soi-même et aussi gérer son stress, organiser ses heures, avoir des heures de temps de détente. Si tu n'as pas cette stabilité, tu n'as pas la paix, tu ne peux pas offrir cette stabilité à ton enfant. Numéro 9, nous allons éviter d'impliquer l'enfant dans nos conflits. Non, 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 ça c'est une très grande erreur. Si vous avez un conflit avec l'autre parent, évitez d'impliquer l'enfant. Évitez d'expliquer ce conflit à l'enfant. L'enfant, il n'est pas le médiateur. Vous avez besoin de médiateurs, allez vers des professionnels. Voilà, l'enfant ne doit pas être informé de ce qui se passe comme conflit entre vous. Les enfants ne doivent pas être pris en otage dans les disputes des parents. Ils doivent être protégés de toute tension ou colère entre les adultes. Ne les impliquez pas dans les décisions relatives à votre séparation ou vos désaccords. Leur rôle est tout simplement d'être des enfants. Généralement, la plupart de nos mamans en Afrique, elles aiment expliquer les problèmes qu'elles subissent du papa à leurs enfants. Pourquoi vous faites ça? Non, ce n'est pas normal. Les enfants ne doivent pas être impliqués dans vos conflits. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que papa a fait à maman et tout ça. Vous comprenez? Parce que ça impacte aussi les enfants. Ça peut les emmener à dire non, je ne vais pas chez papa ou je ne vais avoir un parti pris. Non, 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 non. Évitez surtout ça. Le numéro 10, et pour finir, c'est d'être patient et persévérant. Et oui, la coparentalité peut être parfois très difficile, mais la patience peut payer. La coparentalité est un processus qui prend du temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps. On peut rencontrer des obstacles dans le processus de la coparentalité. Mais toujours est-il qu'il faut rester patient et il faut garder les clés que vous venez d'écouter en tête. Vous comprenez? Ça va vous aider. Ça va vous aider. En résumé, la coparentalité est un travail d'équipe. Même si les membres de cette équipe ne sont plus en couple, ils demandent de l'engagement, la coopération, la compréhension mutuelle pour le bien-être de nos enfants.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager avec une personne qui en a besoin et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez en commentaire ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, qu'est-ce que vous avez essayé qui a réussi et qui n'a pas réussi. Je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de patience et puis bisous.